Après l'événement, le foyer avait conservé une atmosphère plombée pendant plusieurs mois. Ce n'est qu'au retour des beaux jours qu'imperceptiblement, chacun reprenait son attitude habituelle. Par bribes, ils reconquéraient leur naturel. Le silence des voisins les encourageait. Pas de ragot, la victoire se dessinait lentement. Plus gentiment encore, plus sourdement, les reproches sur la conduite de Marianne refirent également leur apparition. 2 ans plus tard, durant l'été 1831, les remontrances s'étaient muées en de véritables querelles ouvertes entre Marianne et son frère. De guerre lasse, Marianne avait fini par raconter l'épisode de la naissance à son amant. À cette annonce, Charles avait failli éclater de rire. Ces gens qui avaient peut-être commis un infanticide, ces criminels, osaient reprocher à Marianne sa conduite libertine. Ils avaient l'audace de le critiquer, lui. À la suite d'une énième dispute, Charles convainquit Marianne de porter plainte auprès des autorités afin de faire taire ces querelles. Il alla lui-même déposer auprès du juge et Marianne était prête à être interrogée à son tour. Sa belle-sœur et son frère s'étaient montrés tellement odieux avec elle qu'elle n'hésiterait pas. Le lieutenant qui a consigné les déclarations de Charles et Marianne entre dans le bureau du maire. Il pose les dépositions sur le bureau et en fait un bref compte-rendu à son supérieur. Le maire écoute sans broncher. Il avait là une affaire qui lui était amenée par 2 misérables régulièrement sujets à scandale. Il portait des accusations gravissimes sur une famille jusque-là sans histoire. Le maire entrevoit 2 possibilités. Soit ces 2 dépravés s'épanchaient maintenant dans les calomnies, soit les faits étaient réels. Afin d'en avoir le cœur net, le maire décide de convoquer officieusement les époux Magnin et leurs filles pour recueillir leur version des faits. Il est persuadé qu'une fois l'accusation lavée, il ne lui restera plus qu'à condamner Charles et Marianne pour diffamation et faux témoignage. Ainsi, le 2 août 1831, Alexandre, Rosette et Sophie Magnin se présentent chez le maire. Celui-ci leur explique qu'on avait porté de graves accusations sur eux et qu'il les avait convoqués de manière informelle afin de savoir quelle attitude adopter pour la suite de cette affaire. Hors tribunal, il se propose de fonctionner comme confesseur plutôt que comme juge. Après cette brève introduction, il se retire dans son bureau accompagné de Rosette. Son mari et sa fille attendent leur tour dans une pièce voisine. Sur l'invitation du maire, Rosette prend place sur une chaise. L'attitude bienveillante du maire réussit peu à peu à la rassurer. Les premiers mots furent néanmoins difficiles. Durant l'automne et l'hiver 1828, Rosette n'avait pu que constater que sa fille était bel et bien enceinte. Malgré ses questions pressantes, elle n'avait jamais réussi à savoir qui était le père de l'enfant. Sa fille s'était murée dans un mutisme borné. Elle ne pouvait que l'accompagner tant bien que mal dans sa grossesse, sa tâche principale étant de veiller à ce que personne ne remarque quoi que ce soit. Elle priait, bien sûr, à cause de la honte qui ne manquerait pas de s'abattre sur la famille, sur sa fille. Fille-mère, celle-ci n'avait que peu de chance de trouver un mari honnête et une situation. Elle était perdue et peut-être ses cadets après elle. Lorsqu'au mois de janvier, Sophie avait glissé et reçu le seau d'eau sur le ventre, le choc avait déclenché l'accouchement. Elle l'avait immédiatement menée dans une chambre. Peu après, Sophie avait mis au monde un enfant dont elle estimait qu'il ne devait avoir qu'à peine 6 mois, puisque les ongles et les cheveux n'étaient pas encore formés. Étant trop faible, il n'avait pas poussé le moindre cri et était mort immédiatement. Dans la précipitation, elle avait mis le corps dans une boîte qui renfermait habituellement quelques chiffons avant de s'atteler au nettoyage des traces de l'accouchement. C'était l'hiver, il faisait froid. La terre était gelée et couverte de neige. C'est pourquoi ils décidèrent de garder la boîte à la maison jusqu'à ce que les beaux jours reviennent. C'est ainsi que le petit corps de son cercueil de fortune fut rangé dans une armoire. Pendant de longues semaines, la famille tournait autour de ce meuble qui renfermait la honte de Sophie. Il fallut s'habituer à cette présence jusqu'à ce que le temps se radoucisse.
Alors seulement Rosette put s'en aller dans les vignes du Suchier pour enterrer ce cadavre entre deux arbres. Elle s'y rend encore régulièrement pour prier que jamais on ne vienne exhumer leur faute, pour que Sophie ne soit pas perdue d'honneur. Son récit achevé, Rosette s'en retourne dans l'autre pièce. Le maire, consterné, fait alors appeler Alexandre puis sa fille pour qu'ils fassent leur déposition. Leurs deux histoires seront concordantes. Durant l'été 1828, père et fille logeaient avec les nombreux journaliers venus travailler au champ à la Chaux-de-Fonds. Là, on installait pêle-mêle hommes, femmes et enfants où l'on pouvait. Dans un grenier, une grange ou une écurie, qu'importe tant qu'ils avaient un toit sur la tête. C'est dans cette promiscuité forcée qu'Alexandre abusa, par 2 fois, de sa fille de 16 ans. Sous le regard sans complaisance du maire, Alexandre tente platement de se justifier. Ces journées harassantes que le vin et l'eau-de-vie ne parvenaient pas à faire passer, ces nuits à chercher le sommeil entre ces corps entassés sur la paille. Une fois le mal accompli, ce père de famille avait fait ce qu'il pouvait pour atténuer sa faute. Il avait fait la seule chose qu'on pouvait attendre de lui, la seule chose dont il était capable, faire en sorte que personne n'en sache jamais rien. De plus, il s'était depuis lors rigoureusement tenu à l'écart de sa fille et n'avait plus rechuté depuis bientôt 3 ans. Exaspéré, le maire renvoie toute la famille chez elle et il s'enferme dans son bureau. Il s'assied sur son fauteuil et reste là, sans bouger. Il n'est pas affligé par l'atroce récit qu'il vient d'entendre. Non, il est ennuyé. Il a maintenant connaissance d'actes horribles, mais il est emprunté pour les présenter devant un tribunal. Les seules preuves viennent de déclarations qu'il a recueillies comme confesseur et non selon les formes requises par le tribunal. S'il ouvre une enquête et que les témoins se rétractent, son dossier s'envolera en poussière. Aussi, Charles-Auguste François de Perrot, maire de Neuchâtel, prend-il sa plume pour faire une proposition au gouverneur. Si ce dernier donne son accord, le maire va boucler l'affaire sans suite. En effet, pourquoi prendre le risque de jeter l'opprobre sur une famille qui n'a jusque-là jamais prêté le flanc au moindre scandale? Ce père de famille a certes failli à tous ses devoirs envers sa fille, mais pourvoit à l'entretien de ses enfants, et on le dit bon avec sa femme. C'est une famille pauvre, mais laborieuse. Alors pourquoi la jeter en pâture à la vindicte publique, et ce d'autant plus qu'il faudrait alors pourvoir à l'entretien de 6 enfants devenus sans ressources? Par ailleurs, les membres de cette famille tiennent à être rassurés. Ils souhaitent qu'on leur retire cette épée de Damoclès, qu'on leur assure qu'ils ne seront jamais inquiétés pour cette affaire. Le gouverneur accepte la proposition et ordonne au maire de clore définitivement ce dossier afin que la famille Magnin puisse continuer une existence paisible. Ainsi, Alexandre put continuer à vaquer à son labeur. Ni lui ni sa fille ne semblent avoir ensuite intéressé la justice. Quant à Rosette, qui ne connut jamais l'entière vérité, elle continua à prier et à pleurer sur la honte de sa fille, quelque part dans les vignes du Suchier, agenouillée, loin des regards, en silence. Une dernière chose. Le gouverneur charge le maire d'une ultime mission. Il doit convoquer Charles et Marianne dans les plus brefs délais pour exhorter vertement ce couple dépravé à ne plus porter d'infâmes accusations sur une famille honnête.